Delphine Chaume, bonjour. Vous êtes productrice à France Télévisions pour l'émission Un livre un jour. Vous êtes également productrice sur France Culture et vous avez effectué une thèse sur la rumeur, le discours rumoral au Congo-Brazzaville. Et c'est pour cette raison que je vous ai invité aujourd'hui pour nous parler d'un livre, qui date déjà, puisqu'il date de 1969, enfin du moins il traite d'une rumeur qui date de 69, La rumeur d'Orléans, qui a été écrite par Edgar Morin. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la teneur de cette rumeur ? En mai 69, le bruit se répand que un magasin d'habillement féminin, puis 2, puis 3, puis 4, drogue des jeunes filles dans les salons d'essayage pour effectuer une traite des blanches. Et donc pour les envoyer dans des pays exotiques pour les prostituer. Et ces magasins sont tenus par des juifs. Alors, on voit là une rumeur qui semblera certainement familière à certains de nos étudiants, puisque on voit des réminiscences parfois dans d'autres rumeurs ou dans d'autres bruits urbains qui peuvent courir. Ce qui est très intéressant quand Edgar Morin et son équipe vont sur le terrain, un peu après le déclenchement de cette rumeur, c'est qu'ils ne remontent jamais jusqu'à l'origine, elle est indéterminée, et ils constatent néanmoins que dans le mois où est circonscrite cette rumeur, ça dure environ un mois, il y a des cercles en fait, de propagation. Est-ce que vous pourriez nous retracer un peu quels sont ces cercles, comment ça s'est propagé cette rumeur ? Oui, alors Edgar Morin et son équipe se rendent sur place, c'est-à-dire qu'ils vont enquêter à chaud au moment même où la rumeur se répand. Enfin, un petit peu tardivement, mais ils vont essayer de reconstituer son parcours à la fois spatial et temporel. Alors, ils déterminent plusieurs phases de la propagation de la rumeur. La première phase, c'est entre le 10 et le 20 mai, c'est ce qu'ils appellent la phase d'incubation, où la rumeur, c'est-à-dire le bruit, se répand dans des lycées de jeunes filles qu'il y a une traite des blanches qui s'opère dans une des boutiques du centre-ville. Dans ces lycées de jeunes filles, qui sont des lieux clos, qui font véritablement caisse de résonance, la rumeur va se crédibiliser à tel point que les mères de ces jeunes filles et même les enseignantes, ce qui montre bien que la rumeur est déjà assez crédible, elle va se propager aussi donc chez les adultes. Ça, c'est la première phase. La seconde phase, c'est la phase de propagation jusqu'environ au 27 mai, donc du 20 au 27 mai, où là, ça va sortir des lycées de jeunes filles, ça va se répandre dans les lieux du centre-ville, les marchés, etc. Et les bonnes, par exemple, vont rapporter cette rumeur-là à leurs patronnes et aux communes avoisinantes. Là, ça s'amplifie, c'est-à-dire qu'on est parfois même à 60 disparitions de jeunes filles dans ces boutiques d'habillement. Et c'est là que va émerger le caractère antisémite du mythe, puisqu'on va attribuer donc ces disparitions aux Juifs. Et puis ensuite, c'est la phase de métastase, comme l'explique Edgar Morin, c'est-à-dire 28, 29, 30 mai. Alors là, c'est la prolifération absolue de la rumeur qui s'enrichit. On est dans des souterrains, donc les boutiques sont reliées entre elles par des souterrains dans la ville. Ce sont des cargos carrément qui ramassent les jeunes filles, ou voire des sous-marins, pour les emmener donc vers les pays pour qu'elles se prostituent. Et là apparaît une rumeur dans la rumeur, c'est-à-dire que, parce que bon, aucune disparition n'est signalée, il n'y a pas d'arrestation, et là, la rumeur dans la rumeur, c'est que les policiers ont été achetés. À tel point que le 31 mai, on passe dans une phase active, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le ressort du discours, mais que des attroupements se forment devant les boutiques en question. Et là, il y a un démenti de la presse, c'est-à-dire que la presse s'en mêle à partir du 2 juin et va dénoncer donc cette rumeur à caractère antisémite. On voit même qu'on n'est pas loin des manifestations qui auraient pu déraper. Elles n'ont pas dérapé, fort heureusement, mais on n'est vraiment pas très loin. Ce qui est intéressant, c'est que Edgar Morin va sur le terrain, il pratique la sociologie, c'est de la sociologie, mais du présent. Il est dans l'action tout de suite au moment où ça se déroule, ce qui est extrêmement difficile. Mais ce qu'il arrive à isoler, qui est peut-être une des originalités de son travail, c'est que le corps social sécrète de la rumeur, c'est quelque chose qui est inhérent au corps social, c'est même un besoin émotionnel qu'a le corps social, une sorte de réaction. Et tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai fait un mini lapsus puisque j'ai parlé de rumeur, tumeur. Et c'est vraiment ça, on vient de le voir, les sacs de propagation, les sacs concentriques qui s'élargissent au fur et à mesure. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est des peurs archaïques qui rejaillissent,
Et en même temps, ça joue sur un imaginaire qui est là, inscrit depuis très longtemps, un imaginaire mythologique. Deux dimensions que vous avez soulignées, traite des Blanches et le Juif. Voilà, donc la rumeur d'Orléans s'appuie sur ces deux éléments, la traite des Blanches et la figure du Juif. Ce qu'il faut noter effectivement, c'est que les rumeurs ont souvent une même structure et ce sont les motifs qui vont être réactualisés et changés un petit peu au cours du temps. Mais en fait, c'est la même structure qu'on peut retrouver dans différentes rumeurs. D'ailleurs, la rumeur d'Orléans se retrouve après dans d'autres villes, beaucoup d'autres villes, dont Amiens en 1970, donc quelques temps après. Alors, la traite des Blanches, c'est un mythe archaïque, médiéval, qui associe à la fois les rosses et les bas-fonds, puisque normalement cette traite des Blanches se situe dans la périphérie des villes. Je précise juste éros-érotisme. Hein, voilà, exactement. Et donc ces deux pulsions qui sont l'agressivité et la sexualité. La différence et l'actualisation dans la rumeur d'Orléans, ce qu'il y a de nouveau, c'est que les jeunes filles sont droguées. Donc elles sont droguées à l'aide d'une piqûre, donc on leur injecte un produit, ou en avalant un bonbon. Et là, il y a deux dimensions qui sont intéressantes. D'abord, la composante érotique, évidemment, et de la piqûre et du bonbon, puisque c'est une intrusion dans le corps de la femme. Et en même temps, il y a un caractère déculpabilisant, puisque ces jeunes femmes, ce n'est pas de leur faute, elles ont été droguées, elles sont innocentes. Il y a de nouveau aussi comme motif le salon d'essayage, qui évidemment fait appel à la toilette féminine, à tout ce qu'il peut y avoir de séducteur, de séduction, d'objectifs de séduction, mais aussi de métamorphose. Et là, c'est intéressant, puisque en 69, il y a la métamorphose aussi de l'apparence féminine et aussi de la sexualité féminine, qui est en soubassement, mais on en parlera peut-être plus tard. Et le deuxième élément, c'est la figure du juif. C'est la première fois lors de la rumeur d'Orléans que la figure du juif est associée et à un péril sexuel et à la traite des Blanches. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est la figure du juif qui émerge? C'est parce que dans la traite des Blanches, il faut qu'il y ait une personne qui orchestre cette traite, qui ait un visage double, c'est-à-dire qu'il soit à la fois familier et en même temps un peu étranger, inquiétant. Voilà. Et dans le cadre d'Orléans en 1969, eh bien, il y a ces juifs qui certes sont très très bien intégrés, enfin il n'y a pas de problème, mais bon, ressort cette caractéristique du juif à la puissance occulte qui ronge le monde, etc. Et en fait, la rumeur va s'incarner véritablement dans la figure du juif. Il faut une figure d'un bouc émissaire, c'est le juif qui va l'incarner. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Edgar Morin explique que le juif de 69 n'est pas le juif des années 30 et pas le juif de la Seconde Guerre mondiale, évidemment. C'est un juif bien intégré, qui a des traits physiques qui sont ceux de Monsieur Tout-le-Monde. Et donc l'altérité ou l'étrangeté du juif est pire encore, parce qu'on ne peut pas l'identifier du premier coup d'œil. Donc c'est la menace de l'autre, de l'étranger, qui rentre dans la société, qui se rend invisible. C'est assez passionnant pour ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire que l'individu inquiétant avance masqué et on ne sait plus reconnaître le masque de la véritable identité. Alors, on était là sur les pulsions, les registres archaïques ou médiévaux, l'éros, l'érotisme, l'éveil à la sexualité et la peur de la sexualité aussi, puisqu'on parle d'adolescentes au départ, c'est là où ça incube, parmi les adolescentes, ou le juif qui a nourri aussi toutes sortes de fantasmes en Occident et ailleurs depuis des millénaires. On est là donc dans des peurs archaïques. Ce que les étudiants ne vont pas manquer de se poser comme question, c'est pourquoi ça continue à survivre, alors que finalement c'est totalement archaïque. Non seulement c'est archaïque, mais c'est pas que ça. Il y a les éléments de la modernité qui sont là, qui vont venir se greffer et qui sont des inquiétudes nouvelles finalement. Alors avant de parler de ces inquiétudes liées à la modernité, je vous propose d'écouter Boris Beuguard qui va nous faire une lecture d'un extrait de la rumeur d'Orléans. La modernité n'est pas seulement le support du mythe, elle en est aussi un des thèmes fondamentaux. Tout d'abord, la toilette moderne n'est pas quelque chose qui puisse s'abstraire des mœurs et de la vie même de la femme. Les mini-jupes, les dessous trop blancs, les tenues à la mode, portent en eux symboliquement non seulement le désir de plaire, mais aussi le culte de la nouveauté, l'affirmation conquérante de la jeunesse ou la volonté de demeurer jeune.
L'aspiration à vivre de la façon parisienne, c'est-à-dire, croit-on, heureuse et libre, l'émancipation de l'adolescente par rapport à sa famille et l'émancipation de la jeune femme par rapport à la tradition, une structure de la personnalité et un style de vie. Orléans est une ville soumise à une métamorphose rapide qu'accélère la proximité solaire de la capitale. Dans cette métamorphose, les jeunes filles et les jeunes femmes sont les véritables ailes marchantes de la transformation des mœurs, c'est-à-dire de la nouvelle modernité. Le magasin d'Orphée, au centre de la ville, élément de cette grande métamorphose, est un centre fascinant et actif de cette nouvelle modernité féminine. C'est un lieu où non seulement on vend des nouveautés, mais d'où rayonne la nouveauté. C'est un lieu d'initiation à la féminité moderne, aussi bien pour l'adolescente qui se plonge dans le premier bain d'érotisation vestimentaire que pour la jeune fille ou jeune femme qui adhère à l'esprit du temps. C'est un lieu, peut-être le lieu, symbolique de l'émancipation féminine. Cette émancipation, dont l'évolution est plus rapide dans les apparences extérieures que dans les âmes, se trouve dans un no man's land culturel, entre l'abandon ou la volonté de rejet d'un ancien genre de vie et l'aspiration à ou la recherche d'une nouvelle vie. De l'adolescente à la jeune femme, chacune conquiert, acquiert ou élargit sa propre zone d'autonomie, mais chacune voudrait aller au-delà, souhaite voyager, substitut raisonnable à l'aventure, et rêve d'aventure. Les satisfactions sont encore insuffisantes, les attentes sont encore insatisfaites, et déjà pourtant se multiplient les inquiétudes latentes. Inquiétude de l'initiation chez les adolescentes, inquiétude de rompre avec les normes traditionnelles chez les autres, et chez les unes et les autres, en même temps que son attrait, inquiétude du nouveau. L'éros, encore à demi engagé dans la morale traditionnelle, aspire au plaisir que pourrait procurer une érotisation générale de la vie, dont la toilette offre plus le simulacre que le gage, ressent confusément qu'elle signifie également péché et danger, en ressent donc les angoisses. D'où un climat propice au fantasme où il y aurait à la fois émancipation totale et disculpation totale. Et c'est bien cela que porte en lui le mythe d'Orléans. Comme on vient de l'entendre chez Edgar Morin, il y a deux nouveaux mythes modernes. C'est à la fois la question de l'émancipation des femmes et aussi les changements et transformations qui affectent la ville moderne. Oui, c'est ça. C'est comme le dit Edgar Morin qu'on a entendu, la modernité n'est pas uniquement le support du mythe, mais c'est le thème fondamental de la rumeur. Deux choses, effectivement, l'émancipation des femmes et des jeunes femmes, puisqu'on est en pleine période yéyé, c'est les mini-jupes. Et donc, en fait, les mères et les femmes adultes n'ont plus l'autorité qu'elles avaient avant sur ces jeunes femmes. Et donc, en fait, la question qui se pose pour elles, c'est comment à la fois protéger les jeunes femmes, mais aussi protéger leur autorité. Et ça, elles ne savent absolument pas comment faire. Et donc, la rumeur de traite des blanches est une rumeur qui tombe vraiment à point nommé parce que c'est ce qui va leur permettre d'asseoir à nouveau leur autorité et de nouveau contrôler la sexualité des jeunes femmes qui leur échappait complètement. Et avec cette inquiétude d'une sexualité libérée, potentiellement dépravée, une licence sexuelle inédite, et qui, là, avec les motifs de la traite des blanches et de la piqûre et des bonbons, qui est déculpabilisante et donc qui va devenir le viol ou la prostitution forcée. Donc effectivement, c'est parce qu'il y a cette émancipation sociale très rapide et qui n'est qu'apparente finalement, qui crée une sorte de hiatus dans l'inconscient collectif entre l'apparence et puis vraiment une émancipation qui serait intégrée. Ce n'est pas le cas en 69 à Orléans. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la transformation effectivement de la ville. Donc Orléans, ça reste une ville de province, mais qui n'est quand même pas très éloignée de Paris, qui a subi des changements, des transformations brutales et rapides. Et là, ce n'est pas un hasard si les boutiques sont dans le centre-ville, c'est-à-dire que le centre-ville, qui était avant sûr, devient quelque chose d'inquiétant. En fait, la population ne reconnaît pas la ville, elle n'est plus familière et donc elle est inquiétante.
Et l'autre élément, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer de Paris où l'ennui et le vide n'existent pas, ils existent à Orléans. Et donc il y a cette volonté de créer, enfin d'imaginaire, vraiment une volonté, une pulsion de fiction pour combler finalement le vide et la grisaille d'une petite ville de province. Ah, il y a beaucoup de dimensions dans ce que vous relevez. Quand j'ai lu le bouquin et en vous entendant parler, ça m'a fait penser au mythe du chaperon rouge. C'est-à-dire qu'on a une actualisation du petit chaperon rouge, la maman qui met en garde la jeune fille en disant il ne faut pas que tu t'éloignes du chemin. Si tu t'écartes, il y a le méchant loup, quoi. Donc c'est l'éveil à la sexualité, c'est le danger du monde qui s'ouvre devant nous. Et là, on a la même chose, les cabines d'essayage, si on n'est pas accompagné, on risque d'être confronté à la traite des blanches, être enlevé, etc. Donc l'ambivalence de la sexualité qu'on découvre à travers les signes apparents, ce que vous dites, les mini-jupes par exemple, mais est-ce qu'on comprend la portée de cette sexualité en éveil? Pas forcément non plus. La transformation des apparences est plus rapide que la transformation des mœurs, c'est une chose. Et la grande ville, alors la ville moyenne qu'est Orléans, avec la pression démographique, avec le délitement du lien social dans les transformations rapides, crée des fantasmes, des imaginaires, notamment les souterrains. Absolument. Et d'ailleurs, il faut noter que les grands romans populaires du XIXe siècle, au moment donc, où les villes sont complètement déstructurées et se restructurent pour s'agrandir, donc au XIXe siècle, les grands romans font intervenir justement tous ces souterrains, ces caves, ces systèmes de réseaux en dessous de la ville, donc quelque chose de caché, d'occulte et de sulfureux, exactement comme dans La Rumeur d'Orléans. Alors c'est drôle, on a le sous-sol qui est l'angoisse et les réseaux des bandits, des brigands, etc. Et vous avez les super-héros qui dominent la ville, les Superman, les Spider-Man, qui eux arrivent à voir une ville globale que plus personne n'arrive à épouser parce qu'elle est trop grande, elle a proliféré dans tous les sens. Ce qu'on voit là, c'est que les époques changent et la rumeur, elle perdure. On ne peut pas la considérer comme un simple archaïsme, ça serait trop facile. Y compris aujourd'hui, on voit des rumeurs prospérer. Je pense que nos étudiants ont reconnu à certains endroits des thèmes, des motifs, comme vous disiez. Les réseaux sociaux sont partout, donc la prolifération est peut-être encore plus accélérée. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire et penser que finalement, il y a certains contextes sociaux qui sont plus favorables à l'émergence de la rumeur, et notamment des changements très rapides? Oui, alors c'est la question que se pose Edgar Morin là, pour La Rumeur d'Orléans, puisque cette rumeur intervient entre le référendum du 27 avril et l'élection présidentielle. Oui, alors le référendum sur le Sénat, où De Gaulle avait mis sa présidence en jeu. Voilà, exactement. Donc une période d'instabilité. Pour autant, il ne pense pas que ce soit le déclencheur. En revanche, pour lui, ça va être l'amplificateur d'une rumeur qui, sinon, serait restée atrophiée. Ce qui est certain, c'est que les périodes d'instabilité, de bouleversement et de changement sont aussi des périodes de défiance de la population à l'égard des institutions et de la parole officielle. C'est-à-dire que la politique est soumise à des manœuvres desquelles la population est exclue, il y a des tractations secrètes en haut lieu, la presse est achetée ainsi que la police, et donc la population ne peut se faire confiance qu'à elle-même, qu'à sa propre parole. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que face à un quotidien qui devient inquiétant, inconnu, dont on a peur de l'avenir, on va convoquer des choses familières. Et là, on va aller plonger dans l'inconscient collectif, donc les vieilles histoires, les vieilles trames, les contes, la littérature populaire, et on va plonger là-dedans pour se rassurer finalement, avec un matériau qui peut faire peur, mais c'est le familier qui prédomine à ce moment-là, la volonté du familier de retrouver du familier. Et donc, les fictions dans lesquelles on puise vont devoir s'incarner dans le réel. Donc, par exemple, là, dans les boutiques modernes, la figure du juif, etc. Donc, s'incarner dans le réel. Et après, ce réel-là, en étant diffusé par le biais de la rumeur, va prendre les oripeaux de la fiction, de l'imaginaire, etc. Et là, c'est vrai que
en ce qui concerne la rumeur d'Orléans, on a quand même pas mal d'éléments, c'est-à-dire le voyage exotique, les souterrains, les caves, etc. Et puis le caractère sexuel et le juif, évidemment. Donc pour résumer ce que vous venez de dire, il y a cette réappropriation de la parole par le peuple, par l'opinion publique, qui fait vraiment très clairement écho à ce que nous permettent les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire une défiance vis-à-vis de la parole autorisée, une réappropriation de la parole par chacun, qui peut avoir des effets émancipateurs. On voit par exemple la parole sur Balance ton porc, MeToo, qui peut avoir des effets concrets sur l'organisation même de la décision et du pouvoir à Hollywood ou ailleurs. Ça peut avoir des effets totalement réactionnaires, ça peut amener la logique du bouc émissaire et à des violences commises sur des personnes, on a ça. Mais tout ça va venir puiser dans une sorte d'imaginaire social qui est commun, qui se construit et qui s'y démonte au fil des siècles. Absolument, d'autant qu'un des fondements de la rumeur, c'est de rendre au corps social sa cohésion. Je vous propose de nous arrêter là et j'invite très clairement les étudiants à poursuivre cette réflexion par eux-mêmes, puisqu'ils ont tous les instruments maintenant pour essayer de repérer la rumeur et de comprendre sur quoi elle s'appuie. Merci Delphine Chaume. Merci.